Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, nos invités, Jean-Claude Hernandez, administrateur général des finances publiques. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Gomila, président de Guyanette, vice-président de la CGPME. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Yves Prévost, chef d'entreprise de TP de l'Est, administrateur au MEDEF. Bonsoir. Messieurs, nous allons parler des appels d'offres du marché public. Ça intéresse bon nombre de chefs d'entreprise, comme vous-même. Première question, à chaque fois, on a comme ça un mauvais sentiment, croire que c'est toujours les mêmes qui répondent aux appels d'offres. On va essayer peut-être de tordre le cou à ce cliché. Peut-être que ce n'est pas un cliché. Comment éviter le copinage dans ce domaine? Certains se plaignent que ce soit toujours les mêmes qui décrochent les contrats de marché public. Déjà, est-ce que c'est vrai? La question à Jean-Claude Hernandez. On ne doit pas aujourd'hui être en situation de pouvoir produire des statistiques démontrant qu'il y aurait des entreprises qui seraient favorisées par rapport à d'autres. Il n'en reste pas moins que l'ensemble des éléments qu'il faut prendre en considération pour être éligible ou pour être sélectionné dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, je dirais, dans une dimension objective, elle favorise un certain nombre d'entreprises. C'est d'une part les entreprises qui sont à jour de leurs obligations fiscale et sociale d'un point de vue déclaratif et contributif. Et je dirais ça élimine déjà un bon nombre d'entreprises. Ça peut éliminer un certain nombre de... Mais je pense que c'est une question importante sur laquelle on pourrait revenir après. C'est-à-dire la manière dont on peut le traiter avec ce qu'il faut de hauteur de vue. Et mes engagements en la matière, mais aussi celles de la commission des chefs de services financiers, les inflexions qu'on entend donner à cette vision rigoureuse du principe. Mais il y a ensuite, dans le cadre de ce que l'on appelle la RGPP, la modernisation de l'action publique, et je dirais la diminution des moyens de l'État et des collectivités locales, une plus forte capacité des grands groupes à résister à une procédure d'appel d'offres et à tirer les prix vers le bas, momentanément, par rapport aux PME locales. Les PME locales sont, dans ce contexte-là, plus fragiles et sans doute plus menacés que ne peuvent l'être des groupes un petit peu plus structurés. Un groupe comme Vinci aura plus de possibilités qu'une petite entreprise du BTP local. Je vous la fais très simple, mais dans l'idée, c'est ça. Très bien. Sur la première question, j'imagine, vous, chef d'entreprise, si on fait appel à vous le plus souvent, vous êtes content, vous êtes heureux. Est-ce que vous avez déjà souffert de ce type d'appel d'offres où, en fin de compte, c'est toujours le voisin qui a le marché? Écoutez, moi, dans mon cas, dans le TP... Dans votre cas, c'est vous qui avez le... Non, nous, nos gros problèmes, c'est les grosses boîtes que nous avons en face de nous. Ça veut dire, aujourd'hui, depuis que vous ne considérez pas comme une grosse boîte? Je ne me suis pas comme une grosse boîte, je suis une boîte moyenne locale, et face aux gros groupes français, ça veut dire ceux qui sont premier, deuxième, troisième français, ils ont des filiales en Guyane, et nous, il y a une espèce de discrimination qui existe entre les petites entreprises et les boîtes européennes. Pourquoi? Discrimination, vous dites. Oui, pourquoi? Parce que au niveau finance, elles peuvent avoir un pouvoir de 2 millions d'euros d'impayés, que nous, si on a 100 000, 200 ou 300 000 d'impayés, ça nous met en difficulté tout de suite. Donc déjà, pour moi, on ne joue pas dans la même cour. Les collectivités ne prennent pas ça en compte ou c'est pas les collectivités, c'est les banques qui ne jouent pas le jeu. Et ensuite, lorsqu'on a des problèmes financiers ou avec les finances de la trésorerie, on n'a pas la possibilité de céder nos créances aux impôts. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'équilibrer pour que ces créances soient valables et que demain matin, on puisse les céder pour que l'entreprise soit toujours en règle, faire face on va voir ce que Jean-Claude Hernandez nous dit là-dessus. Sur la première question, Olivier Gomila. Alors, ce qu'on constate, c'est pas simplement en Guyane, en métropole également, forcément, c'est que les grands groupes sont favorisés par la commande publique. Hélas, parce que c'est surtout un facteur psychologique. Les administrations ont l'impression d'être rassurées de par la taille du groupe, sa capacité à répondre sur une multitude d'appels d'offres. Ça va de pair également avec comme le disait Jean-Claude Hernandez tout à l'heure, la RGPP, la révision générale des politiques publiques, qui consiste à faire baisser la dépense et rationaliser, et ça passe également par la rationalisation du nombre de fournisseurs. Donc tous ces facteurs font qu'en fin de compte, les grands groupes deviennent, je ne dirais pas forcément favorisés, mais plus disposés, ça devient plus facile pour eux, puisque souvent ensuite ce qui se produit, c'est que le grand groupe va taper, comme on dit, très large, même sur des métiers qui ne sont pas le sien, et va aller ensuite sous-traiter les métiers qui ne sont pas les siens à des PME qui peut-être même avaient le contrat précédemment. Et là, la PME se retrouve dans une difficulté très très importante.
puisqu'ensuite elle est à la merci du grand groupe. Ses marges s'en trouvent considérablement érodées. Bon, après, c'est la descente aux enfers, en quelque sorte, qui ne s'arrête jamais, quoi. Jean-Claude Hernandez, je sens qu'il a envie de rebondir là-dessus. Comment donner sa chance à des petites ou moyennes entreprises pour qu'elles grandissent à leur tour? Mais pour cela, il faut qu'elles décrochent certains marchés. Décrocher le marché, pour faire simple, encore une fois, quand on lance une procédure d'appel d'offres, c'est-à-dire quand on est en dessous d'un certain seuil et qu'on ne peut pas s'entendre ou qu'on ne peut pas mettre en œuvre une procédure de gré à gré, on est obligé de lancer un appel d'offres. L'appel d'offres, c'est spécifié. C'est-à-dire, je veux, dans un prix qui ne doit pas dépasser tel montant, tel et tel service. Et je décide de choisir soit le mieux disant, c'est-à-dire celui qui m'offre un rapport qualité-prix le plus intéressant, soit le moins disant, c'est-à-dire le moins cher. Comme le disait Olivier Gomila, dans un contexte de baisse des dotations globales de fonctionnement, s'agissant des services de l'État, mais de baisse également du budget des collectivités territoriales les plus significatives, les plus importantes, vous avez, je dirais immanquablement, la tentation d'aller vers celui qui vous propose les marchés au coût le moins important, indépendamment de la qualité du service rendu. Alors, il faut prendre en considération ensuite un certain nombre d'éléments objectifs. Tout se fait quand même sous le contrôle du juge. Il y a un niveau de sécurité juridique, à un moment donné, via les procédures référées, via la capacité que peuvent avoir les entreprises locales, si elles se sentent à un moment donné lésées, défavorisées, surtout quand le Code des marchés publics et l'ordonnance de 2010 n'ont pas été respectés. Olivier Gomila. Alors effectivement, vous avez plusieurs leviers sur lesquels vous pouvez agir, mais malheureusement, c'est toujours a posteriori. Celui qui fait un recours sera toujours mal vu par l'administration. Il risque à un moment de le payer cher. On est bien placé pour le savoir chez nous. Malheureusement. Néanmoins, on se doit quand même de réagir. Alors, ce que nous, on constate, c'est pas pour jeter de la pierre sur les administrations, bien entendu. Il est vrai que le Code des marchés publics, c'est une matière très particulière, très spéciale. Pour un rien, vous pouvez être soit dans la loi, soit pas dans la loi. Ce que disait tout à l'heure effectivement M. Hernandez sur les critères objectifs de sélection d'une offre, vous avez bien entendu le critère prix, puis vous avez une multitude de critères qui doivent être correctement énoncés, notamment ce qu'on appelle les critères de qualité, organisation, technique et autres. Et c'est là souvent des fois que le bas blesse, puisque ça peut être, entre guillemets, et c'est sur ces bases-là qu'on fait des procédures de recours, des variables d'ajustement discrétionnaires. Donc le prix, c'est incontestable, c'est arithmétique. La notation d'une offre sur des éléments relevant de la technique, tout peut s'apprécier de façon différente selon le lecteur qu'il préfère un grand groupe ou une petite entreprise. Donc, derrière, là aussi, vous avez aussi des voies de recours possibles, mais c'est toujours a posteriori. Oui, revenir sur les voies de recours notamment. Messieurs les entrepreneurs, vous avez répondu à combien d'appels d'offres cette année et combien en avez-vous décroché? L'appel d'offres, c'est public, on le sait. Ce ne sont pas des choses secrètes, dites-nous. Nous, dans l'année, on répond à une vingtaine d'appels d'offres. Et vous en avez eu combien? On a dû avoir 10. La moitié? Mais un bon équilibre? Nous, si on a eu un marché, c'est parce qu'on était les moins 10 ans. On n'a jamais eu un marché au-dessus de... Enfin, c'est-à-dire, dans le combat, celui qui a été choisi, il était au-dessus de nous et on lui a donné le marché quand même. Donc c'est là où je dis que c'est pas normal. Pourquoi? Parce que le côté inverse ne se fait pas. Ça veut dire que si la grosse boîte, elle est moins disante, on lui donnera automatiquement le marché. Nous, même si nous sommes moins 10 ans, ils ont envie de donner à la grosse boîte, ils donneront à la grosse boîte plus cher que nous. Et c'est là-dessus que nous, par exemple, on n'est pas d'accord. Parce que ce qu'ils utilisent pour pouvoir nous éliminer, c'est Vous employez des termes assez forts quand même. Ah bah oui, c'est sur l'étude technique, puisque les prix, ils sont déjà tirés de notre côté. Donc c'est sur les études techniques, ils jouent la cote, et à ce moment-là, on nous dit, ben non, lui, il a un meilleur dossier technique que toi. Alors qu'il n'y a pas 50 façons de faire un dossier technique. Hein. Bon, ceci dit, 10 sur 20, c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'une entreprise locale qui veut grandir et qui veut utiliser des cerveaux pour que l'entreprise puisse évoluer de façon demain matin, si les gros groupes s'en vont et pour que les emplois restent, et qu'on peut remplacer ces grands groupes, on ne peut pas, puisqu'on est en dents de scie comme ça tout le temps. On en a aujourd'hui, demain on n'en a pas, demain aujourd'hui on en a. Vous croyez qu'on peut prendre des ingénieurs à 3-4 000 par mois et qu'il faut faire face, après vous ne gagnez rien du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, la commande publique est censée être un des leviers importants, aussi bien en France métropolitaine qu'en Guyane. Le gouvernement est en train de plancher sur ça, justement, sur une refonte du Code des marchés publics pour
tenter en quelque sorte d'orienter une part ou de réserver une part de la commande publique aux TPE et PME. Il faut oublier qu'en France, l'emploi, c'est 70%, c'est de la TPE, de la PME et de l'ETI, l'entreprise à intermédiaire. Vous avez 20% de fonctionnaires, ensuite 10% d'emplois qui sont dans les grands groupes. Pourquoi on insiste, nous, PME, sur la nécessité d'avoir une administration qui prend bien conscience de ça? C'est parce que l'emploi, il doit être régionalisé. Pour que l'emploi soit régionalisé, il faut qu'il y ait une économie qui fonctionne correctement, qu'il y ait une économie qui soit forte. Ce n'est pas en ayant uniquement une économie constituée de grands groupes. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles, bien au contraire. Il faut une économie qui soit diversifiée, suffisamment équilibrée. Mais c'est les PME, de par la proportion qu'elles occupent en termes d'emploi, qui font qu'on a une économie ensuite qui est stable en termes d'emploi. Donc vous proposez, donc ceux qui proposent les commandes publiques, vous voulez qu'elles fassent un peu plus appel aux entreprises locales. Alors, bien entendu, il y a celles qui sont équipées, outillées, structurées pour, d'autres non. Ça, effectivement, l'acheteur fait son choix, c'est normal, hein, de façon tout à fait, objectif. Mais le gouvernement, et on a bien entendu parfois certains ministres s'exclamer sur le sujet, il faut absolument avoir une conscience économique, une conscience régionale. Quand vous êtes dans un territoire, eh ben vous allez, je dis pas favoriser, mais vous allez quand même prendre conscience que celui qui se démène sur son territoire pour créer de l'emploi, il est quand même un petit peu plus méritant que les autres, et puis ça doit être reconnu. D'où la refonte du code des marchés publics est envisagée. Après, espérons qu'on arrive. Après, c'est toujours la même chose. Si le marché est trop gros pour vous, place. Ah oui, après, mais le code des marchés prévoit justement que les entreprises, selon leur capacité technique, financière, est-ce qu'elles sont capables d'absorber un gros marché. Après, vous avez sinon des regroupements qui peuvent se faire, des groupements momentanés d'entreprises, avec de la co-traitance et non de la sous-traitance. Exact. Très très grande différence. On est d'accord. On est d'accord. Jean-Claude Hernandez. Moi, il y a un élément qui me semble être un élément important qu'il faut prendre en considération, c'est que attention à ce que les entreprises du marché local n'essayent pas de rentrer dans la turbine et sur le seul critère de prix. J'ai trop vu de dossiers, j'ai trop vu de petites entreprises qui, pour prendre des marchés, ont fixé des prix très très en dessous de leur point mort et qui après ont été des entreprises qui ont été, si vous voulez, qui sont passées à la lessiveuse, quoi. Oui, après, quand on les voit passer en commission des chefs de services financiers, quand elles ont une ardoise auprès de la trésorerie, quand elles doivent de l'argent au RSI, quand elles doivent de l'argent à la CGSS, et quand on constate à un moment donné, quand on leur pose la question de savoir comment à un moment donné elles se sont comportées en termes de gestion de l'excédent brut d'exploitation, elles nous disent mais pour prendre des marchés publics, il y a un moment donné où j'étais obligé de faire des efforts qui sont peu raisonnables. Alors je suis complètement de l'avis de M. Gomila, au cas particulier. Il faut qu'on revisite le code des marchés publics pour favoriser l'emploi local. Et un emploi qui est fixé ici, qui est permanent ici. Je dirais la seule garantie ou la seule marge, le seul truc qui n'est pas négociable, c'est veiller à la prise illégale d'intérêt. C'est pas grand-chose, mais ça c'est très très important. C'est faire en sorte que les gens qui orientent la commande publique ne choisissent pas des entreprises pour de mauvaises raisons. C'est la seule garantie sur laquelle il faut être ferme. Jean-Yves Prévost, c'est à vous de rebondir là-dessus. Ben écoute, je n'ai pas la même vue. Pourquoi ? Parce que on a cherché le critère qui était le moins 10 ans. Donc, on a dit, si on n'est pas le moins 10 ans, qu'est-ce qu'on fait ? On va répondre maintenant en association avec un gros groupe. Donc, on a pris un gros groupe, on s'associe avec le gros groupe, et on a été sur l'appel d'offres. Eh bien, c'est pareil, on nous a jetés comme des malpropres. Donc, c'est là où je dis, on ne sait plus quoi faire. Vous êtes moins cher, on vous jette. Vous êtes avec un gros groupe, on vous jette. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, aujourd'hui, systématiquement, lorsque nous, on est moins cher et qu'on estime que l'étude est fallacieuse, eh bien, tout de suite, on passe sur le tribunal administratif. Voilà. Il y a un autre phénomène aussi qu'on constate, pas seulement, enfin, on va dire, de notre point de vue en Guyane, c'est l'arrivée de nouveaux entrants. Bon, on est dans une économie libérale, c'est le jeu de la libre concurrence, qui est tout à fait normal qu'on ne rejette pas. Néanmoins, vous avez certains acteurs qui ont absolument besoin de prendre des positions sur la Guyane parce que c'est des relais de croissance pour eux. Et je ne vais pas les citer. Donc là, c'est un volet politique, hein, c'est protéger les entreprises locales quelque part. Je dirais pas protéger, mais en tout cas bien prendre conscience que ceux qui font l'emploi, ce sont les entreprises régionales, celles qui sont ancrées là depuis longtemps, qui ont traversé des crises, parce que quand vous prenez des boîtes comme TP de l'Est, excusez-moi, ce sont des boîtes qui ont 30-35 ans, qui ont traversé 2 crises, 3 crises, des crises des fois conjoncturelles ou même des fois des crises internes, sociales, restructuration, etc. Bon.
Donc sur des sociétés qui sont quand même solides. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'administration a tendance à aller au plus facile et à ce qui rassure le plus. Le grand groupe, quelque chose qui est plus structuré. Mais c'est là-dessus où, justement, il y a un très très gros travail à faire de pédagogie. Parce que on peut avoir l'impression d'être assuré par un grand groupe, mais c'est pas pour autant que, dans les faits, vos prestations ou la commande sera mieux exécutée. Alors, il y a le fait aussi qui est très simple, parce que les donneurs d'ordre, c'est qui? C'est les collectivités, c'est les groupes comme la Seine-Saint-Marc, la Sigui, celle de Kourou, là. Oui. Et ces boîtes, aujourd'hui, elles ont des problèmes pour avoir leurs finances. Qu'est-ce qui se passe? Elles préfèrent donner à un gros groupe qui peut engober le marché et attendre 6 mois, 7 mois pour avoir le paiement, plutôt que de donner à une entreprise locale qui, elle, normalement, la loi prévoit qu'on soit payé à 30 jours. Alors donc à la question est-ce que les collectivités payent dans les délais, la réponse on l'a bien sûr, c'est ce qui crée des difficultés dans les entreprises. En revanche, pour répondre au marché public, il faut que les sociétés soient en règle, payer toutes les taxes, cela élimine beaucoup, en plus certaines taxes augmentées, une sorte de déséquilibre entre une entreprise qui attend l'argent d'une collectivité et pourtant on lui met la pression pour avoir le marché. À la question et au sujet que vous évoquiez tout à l'heure sur la cession de créances, il y a 2 éléments qui sont des éléments importants. D'abord, il y a la nécessité pour les entreprises qui répondent à un appel d'offres d'être à jour du paiement et de la déclaration des taxes, droits, contributions sociales. Oui. C'est à mon avis un item et un critère qui permet de respecter une espèce de concurrence saine. C'est-à-dire que si on n'administrait pas les marchés publics avec cette règle, cette demande ça serait la porte ouverte à on ouvrirait finalement effectivement une brèche, une porte là sur le non-respect des obligations fiscales et il y aurait, on mettrait dans une concurrence qui ne serait pas saine des entreprises qui elles ont joué le jeu avec des entreprises qui se sont fait de la trésorerie sur. Ça veut dire vous regardez au cas par cas. Alors au cas particulier, voilà, je veux dire le RSI, nous sommes dans cette affaire-là, nous avons pris, je dirais, nous prenons, si ce n'est l'initiative, mais du moins, si vous voulez, la liberté de considérer que sont à jour des entreprises qui, tout en n'ayant pas payé l'intégralité de leur dette fiscale ou sociale, mais qui, en toute hypothèse, sont rentrés dans un protocole de gestion ou d'administration de leur dette et ont demandé un échéancier. Ce qui est quand même une avancée considérable. C'est-à-dire faire preuve de hauteur de vue, sachant que ces entreprises, on va les retrouver. Et l'idée de ne pas, je dirais, appuyer sur la détente, mais essayer de trouver le protocole de gestion qui va permettre à une entreprise de se refaire un peu, de faire entrer de la trésorerie, c'est mieux parce qu'on sait que derrière il y a de l'emploi. L'idée d'opposer un monde du public avec un monde du privé, avec un monde du public qui serait pas préoccupé par l'État, par la santé des entreprises, par l'emploi, par la croissance, par les gens qui font. C'est une vue de l'esprit. Vous avez des décideurs publics aujourd'hui qui sont très très préoccupés par l'état des entreprises. Et j'essaye moi d'être le plus en situation d'être médiateur et d'être un facilitateur. Le hasard a voulu qu'avec M. Gobillard, nous voyions pendant les vacances là, et sur des sujets qui l'intéressent. La presse en a parlé, donc l'idée d'être le trait d'union, l'interlocuteur entre la collectivité et l'opérateur pour essayer de trouver les disponibilités, l'argent, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure en creux, le vrai sujet en matière de commande publique, c'est les délais de paiement. Le sujet de la CIGI et le sujet de l'écart qu'il peut y avoir, de l'effet ciseau entre des AE, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement délégués 6 ou 7 mois plus tard, c'est qu'on a une chaîne d'entreprises qui sont dans la commande publique, qui sont dans la turbine, avec de l'emploi, et qui ne sont pas payées, qui sont obligées de faire le grand écart en termes de trésorerie, et ça c'est compliqué. Monsieur Gomila, vous voulez intervenir, mais dites-nous où en êtes-vous aussi sur la mairie de Saint-Georges, comment les choses ont évolué, quand même, vous êtes à la télé, et sur les soupçons sur le marché de l'hôpital. Dites-nous, où en êtes-vous? En même temps, on pourrait vous s'attendait à la question, mais sincèrement, on veut pas. Non, juste pour savoir où. Oui. On va pas forcément profiter de cette tribune-là pour pouvoir incriminer une ou deux donneurs d'ordre. Pas de problème. Bien au contraire. En matière de délai de paiement, faut comprendre qu'une entreprise, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, elle a des obligations fiscales et sociales. Si elle ne les remplit pas, la commande publique, en quelque sorte, lui est impossible. Accéder, en tout cas, à la commande publique lui est impossible. Donc, quand vous avez 60% de la commande publique qui stimule l'économie en Guyane, quand vous avez le BTP qui doit stimuler l'économie peut-être à hauteur de 15-20% du PIB de la Guyane, autant que le spatial, et que dans ces deux domaines-là, vous avez énormément de retard de paiement, il est clair que les entreprises qui travaillent pour la commande publique s'en trouvent irrémédiablement compromises au niveau de leurs finances.
ensuite, c'est l'effet boule de neige. Que fait le chef Est-ce que d'entreprise? les collectivités ont-elles des comptes à rendre et à qui? Là, quand je vous entends là, les collectivités ont des comptes à rendre ou pas? Non, je pense pas. Enfin, ça peut toujours arriver, mais c'est surtout, c'est laisser un peu. Vous savez, comme je disais en introduction, le code des marchés publics, c'est une matière qui est vraiment pas simple. Et les services achats, peut-être des fois, manquent d'éclairage et de données, de connaissances en matière de passation de marchés publics. Et c'est certainement pas pour jeter la pierre à certains. Néanmoins, il n'en demeure pas moins que lorsqu'un choix est fait, et qu'il est fait de façon arbitraire, contestée ou pas, derrière, ça a des conséquences immédiates sur les entreprises qui seraient peut-être partenues ou qui seraient peut-être sorties d'un contrat. Systématiquement. Et ça, les acheteurs ne le voient pas. Oui. Et ces entreprises qui sont justement régionales, qui créent de l'emploi, qui se développent, qui investissent massivement, lorsqu'on ne voit pas ça, effectivement qu'on favorise les entreprises extérieures, peut-être les grands groupes, alors qu'ils n'ont pas besoin. Il y a aussi un phénomène de crise qui fait que les grands groupes descendent maintenant très très bas sur les appels d'offres, alors qu'avant, ils ne regardaient pas forcément les marchés des PME. Bon. Et bien, incontestablement, ça a une incidence sur l'emploi. Voilà. Pour en revenir au cas de la mairie de Saint-Georges, effectivement, avec la médiation de la trésorerie générale, on a réussi à trouver quelque chose, en tout cas, comme on dit, à secouer le cocotier pour que ça puisse bouger. Nous sommes parvenus à un accord, on a un point de passage au 31 janvier. On espère qu'on aura au 31 janvier suffisamment d'éléments nous disant que les choses sont rentrées dans l'ordre ou sont en train d'entrer dans l'ordre rapidement. Voilà. Messieurs, petit marché, petite ville, est-ce qu'on ne se retrouve pas avec des parents dans des commissions? Comment on s'en sort d'un point de vue juridique? On a toujours le frère de l'autre, et donc on a un soupçon. C'est normal qu'il ait toujours le Précisément, le Code des marchés publics est là pour éviter ce type de collusion. S'il y a un axe dur dans le Code des marchés publics qu'il faut garder, c'est celui-là. C'est éviter la prise illégale d'intérêt. Et il faut, dans cette affaire-là, que les dérives que vous décriviez, que vous suggériez là, n'existent pas. Mais dans un département de 150 000 habitants où tout le monde se connaît, à un moment donné, il y a quelque chose d'inévitable. Mais il ne faut pas jeter, je dirais, une espèce de suspicion générale. Il faut essayer de faire en sorte que les choses soient séparées, qu'il y ait des cloisons étanches qui font qu'à un moment donné, entre décideurs et opérateurs, on puisse considérer que les marchés ont été négociés à leur juste prix. Ce qui est très mauvais pour les collectivités, c'est un marché d'entretien des espaces verts dans une collectivité qui est payé 5 fois son prix. Ça, c'est grave. Alors, il y a néanmoins des pare-feux dans l'administration. Alors, si tant est qu'elles les ont toutes mis en place, c'est la commission de... Moi, Jean-Claude, déontologie, enfin, déontologie, voilà, celle qui va analyser effectivement s'il y a potentiellement un conflit d'intérêts entre un élu et une entreprise qui passe à marché public. Parce que, comme je disais tout à l'heure, Jean-Claude, la Guyane, c'est un grand village. Tout le monde se connaît, on a forcément un frère, un cousin, un copain, quelqu'un qui siège dans une commission. Alors, si on devait s'arrêter à ça, il est clair qu'il n'y aurait plus aucune entreprise guyanaise qui pourrait travailler en Guyane. Donc, tout va bien pour vous, là-dessus, il n'y a pas de problème. Non. Moi, quand j'ai dit tout va bien, vous ne plaignez pas de ça. Non, je ne dis pas que ça va bien. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le problème qu'il a soulevé, si ça existe, et qu'effectivement, c'est passé comme ça, il y a un tribunal, il y a des tribunaux pour ça. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut défendre l'entreprise. Pourquoi ? L'entreprise, c'est ce qui va développer le pays. Or, aujourd'hui, les entreprises, ce sont elles qui font pousser l'économie. On avance l'argent pour qu'on puisse réaliser les travaux. Par derrière, ils ne nous rendent pas l'argent tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va chez le banquier, on lui dit, bon, j'ai de l'argent qui arrive, donc est-ce que vous pourriez, pendant 15 jours, me permettre d'avoir un découvert ? Là, le banquier, il vous dit, non, je ne prête pas. Ouais, les banquiers, donc, qu'est-ce qui se passe ? Non, le jeu, dans nos régions. Non, mais ce que vous faites, non, mais regardez, ce que je veux vous dire, c'est que quand le banquier vous a dit non, mais vous avez pris des engagements avec les impôts, avec un tel, vous avez déjà donné les chèques en disant, tiens, je vous donne votre chèque et puis vous pouvez le passer à telle date. En cas de problème, messieurs, quels sont vos droits de recours ? Mais vous vouliez rebondir avant de passer à ce point-là, je prends une donnée qui est parue dans un article de la Tribune la semaine dernière, qui tombe à point nommé d'ailleurs, le journal La Tribune, pardon. Les PME représentent 30% en valeur de l'achat public, alors qu'elles produisent environ 50% de la richesse nationale. À cela, on peut rajouter une autre donnée. Les grands groupes payent un impôt 8% inférieur à celui des PME, parce qu'il y a de l'optimisation auquel n'ont pas accès les PME. Bon. Donc le principe, entre guillemets, de redistributif de l'impôt, de l'effort qui est fait, malheureusement, n'est pas réparti de façon équitable. Voilà. Et nous, c'est ce que les PME demandent. Et aujourd'hui, le gouvernement prend clairement conscience, quand il voit les plans sociaux en pagaille qu'il y a en métropole, derrière, un grand groupe
comme je disais toujours, une PME, lorsqu'elle se prend une claque parce qu'il y a une dépression économique, elle va serrer les dents, elle va attendre que l'orage passe et elle attend le rebond. Le grand groupe, lui, il a des objectifs financiers. Du jour au lendemain, il se dit, j'ai telle position qui n'est pas suffisamment rentable, des fois c'est rentable, mais c'est pas suffisamment rentable. On coupe, on liquide, on licencie. Voilà. Et c'est ça la grosse différence entre la PME et le grand groupe qui est installé. Ça ne veut pas dire que, comme je dis, que les grands groupes ne sont pas nécessaires. On est d'accord. Quels sont vos droits de recours en cas de problème, messieurs les entrepreneurs? Après, je voudrais qu'on parle, ça sera la dernière question, de Small Business Act. On en parle tout à l'heure. D'où le seul recours, c'est toujours le tribunal administratif. Lorsqu'on se sent lésé ou que, effectivement, l'appel d'offres s'est mal placé, on fait appel au tribunal administratif. Et là, à ce moment, si on a gain de cause, en ce moment, on essaye de se faire dédommager. Olivier Goumila, vous avez fait appel à un cabinet extérieur. Pourquoi Pourquoi d'avocat extérieur? Pourquoi? Parce que c'est une matière qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'il y a des spécialistes sur la question. C'est une matière très particulière. Et c'est ce que nous, on va faire à la CGPME sur 2014, c'est de conseiller chez l'entreprise sur entre guillemets, les voies de recours ou les voies d'information auxquelles ils ont droit. Avant de faire un recours, alors soit vous le faites en urgence, vous faites un référé pour empêcher la signature d'un contrat que dont vous jugez les règles de mise en concurrence non respectées, vous faites un référé contractuel ou précontractuel, ça c'est dans l'urgence. Après vous avez ce qu'on appelle le recours au fond, la jurisprudence tropique, c'est-à-dire que là on va contester le fond de la décision, c'est-à-dire que le pouvoir adjudicateur n'a pas rendu sa décision de façon clair, en respectant les propres critères que lui-même il a donnés dans son appel d'offres. Après, vous avez le recours indemnitaire, qui est celui-là que je pense que c'est le meilleur à utiliser comme levier. C'est demander à ce que, si vous considérez que le marché n'est pas légal, à ce que le marché soit annulé et que vous soyez payé de la marge opérationnelle que vous auriez dû gagner sans même avoir travaillé. Mais avant d'en arriver jusque-là, il y a une autre voie qui est très intéressante, c'est la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Donc vous faites une demande, mais là encore, cette matière est très spécifique, vous êtes obligé d'être accompagné d'avocats spécialisés. Donc vous faites une demande CADA à l'administration. Si elle est de bonne loi, elle va vous répondre, elle va vous donner ce qu'elle estime diffusable. Après, vous en avez qui veulent certainement pas vous donner, parce que sinon, dès lors qu'elles ouvrent une brèche, vous vous engouffrez dedans et vous tirez la pelote de laine. Bon. Et après, si effectivement vous n'avez pas gain de cause quand vous faites une saisine CADA, avoir des informations, là vous allez saisir officiellement la CADA qui se trouve à Paris, qui est une haute autorité, comme la HALD par exemple. Bon. Là, la CADA rend un avis. À partir du moment qu'elle rend un avis, l'administration est obligée de s'y soumettre. Maintenant, si elle ne s'y soumet pas, malheureusement, c'est là le parcours du combattant est un peu long, il faut aller au tribunal administratif pour obliger l'administration à respecter la CADA. Bon, il y a des voies de recours. Vous voyez un peu le parcours quand même. D'accord, parcours du combattant, mais voie de recours. Small Business Act, initiative qui vise à favoriser les PME dans le tissu économique du pays. C'est positif, ça. J'espère qu'un jour on y parviendra en France. Vous l'avez aux États-Unis, mais vous l'avez surtout. Alors c'est surtout un principe qui est adopté en 2008 par la Commission européenne. On peut aller sur le site de la Commission européenne, on le verra. Et ça s'inspire beaucoup du Mittelstand allemand. Alors, je ne suis pas un expert de l'Allemagne, mais toujours est-il qu'en Allemagne, vous avez un poids prépondérant des PME et des ETI, entreprises intermédiaires, dans l'économie. Et c'est ce qui fait la compétitivité justement de l'Allemagne et que son emploi soit autant consolidé et que lorsqu'il y a des crises, vous avez une résistance qui est bien meilleure. Bon. Et les PME et les ETI, de par le poids qu'elles représentent dans l'économie, sont nécessairement en plus celles qui ont besoin d'être accompagnées, d'être soutenues, aidées financièrement, même en subvention par exemple lorsqu'il y a de l'innovation. Parce que quand vous regardez même le cycle d'une innovation qui fait que vous allez avoir une nouvelle filière qui va émerger, qui va créer de l'emploi, l'innovation elle se fait où? Elle se fait soit dans la start-up, soit dans la PME. Et c'est effectivement après quand il faut déployer l'innovation sur tout un marché que le grand groupe, à ce moment-là, lui qui a les capacités, rachète le brevet ou rachète l'entreprise directement. Mais l'innovation se fait dans les PME. Très bien. Oui. Je sais qu'il est très bien. Le problème, c'est que ici, c'est très difficile pour qu'on applique ce genre de système ici. Pourquoi? Parce que nous, on décide de rien. Même les projets qu'on nous donne, on ne fait que les réaliser. Donc nous, ce qu'on veut simplement, c'est que les entreprises ici, elles vivent bien et qu'enfin on puisse respirer et travailler normalement. On ne veut pas qu'à chaque fois,
on soit sabré et qu'on n'arrive pas à travailler correctement. Il y a des leviers qui sont... La conclusion à Jean-Claude Hernandez tout à l'heure. Ouais. Il y a des leviers qu'on peut actionner assez rapidement, qui sont à la portée des services achats des administrations, c'est l'allotissement. Effectivement, c'est plus, je veux dire, entre guillemets, ça paraît plus compliqué pour un acheteur d'aller allotir tout son marché. Il préfère passer effectivement surtout dans le BTP en bloc son marché, et ensuite c'est sous-traité. Puis le sous-traitant, après bonjour, les délais de paiement, comment il se fait presser comme un citron. Bon. Et puis sinon vous avez la co-traitance. Plutôt que d'être en sous-traitance d'un grand groupe, d'un grand donneur d'ordre, c'est mieux d'être co-traitant. Les acheteurs devraient privilégier la co-traitance. La co-traitance, il faut être bien informé. Oui, c'est-à-dire que chacun travaille dans son métier. Vous avez un mandataire, entre guillemets, du groupement, qui est l'intermédiaire, la tête de pont entre le donneur d'ordre et les entreprises. C'est lui qui fait le point d'entrée, et donc il organise les relations. Il permet justement de faire un peu tampon lorsqu'il y a des entreprises qui ne sont pas forcément très structurées en dessous. Bon. Mais au moins, chacun, quand il travaille, chaque société travaille, conserve la marge de son métier. Elle n'est pas absorbée, captée par le grand groupe qui sous-traiterait. Jean-Claude Hernandez, le mot de la fin pour vous. Quand on regarde les choses dans les détails, ça ne se passe pas si mal que ça, en Guyane. Heureusement, parce que la part des marchés publics dans le PIB du département est considérable. C'est de l'ordre de 70%. C'est ce qui distingue la Guyane des autres départements. Jean-Yves Prévost l'évoquait tout à l'heure. Il y a aussi des sujets qui sont des sujets connexes. Il y a le sujet délai de paiement qu'on a peu évoqué finalement. Mais le délai de paiement de l'État sont bons. Le délai de paiement des collectivités locales, c'est un petit peu plus compliqué. On a bien compris que tout le problème, il est là pour les entreprises. Là, donc, le délai de paiement des collectivités locales est un sujet sur lequel il faut travailler. Il faut y travailler en consolidant, à mon avis, les ressources des collectivités. Jean-Claude Hernandez, justement, allez, ça sera ma dernière question. Pourquoi un délai aussi long? Les collectivités n'ont pas d'argent. Pourtant, l'État paye vite, mais pas les collectivités. Un exemple qui est tiré de l'actualité. On a une collectivité, une communauté de communes qui ne peut pas payer une facture de fournisseur qui est à 400 000 €. Or, elle a, je dirais, dans le pipe, 1,5 million de ressources potentielles qu'elle n'a pas mobilisées, qu'elle n'a pas appelées. Donc, si elle avait eu, je dirais, c'est pas la présence d'esprit, le vrai manque, en fait, c'est une agence d'ingénierie publique qui servirait aux petites collectivités locales. C'est-à-dire un observatoire de la commande publique qui pourrait être payé via les fonds européens, qui serait installé en 2014 et qui durerait jusqu'en 2020, et qui serait une espèce de tuteur des collectivités locales pour les aider à mieux mobiliser les ressources, notamment les ressources issues des subventions. Parce que le paradoxe, c'est qu'on peut avoir des collectivités locales qui peuvent bénéficier de subventions, elles n'appellent pas ces subventions, elles font le marché, elles réalisent le marché, le service est fait, elles ne peuvent pas payer parce qu'elles n'ont pas touché l'argent de subvention. Quelque chose d'assez kafkaïen dans cette affaire-là. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ça a éclairci quelques chefs d'entreprise parce que nous avons évoqué quelques discussions dans nos débats qui étaient un petit peu techniques. Je crois que tous les chefs d'entreprise aussi n'ont pas toutes ces données-là. Oui, vous voulez dire un dernier mot? Je dis simplement, c'est que en Guyane, on n'est pas des chefs d'entreprise, on est des jongleurs. Donc nous, si on veut réaliser nos travaux, eh ben, il faut qu'on ait 50 personnes autour de nous. Tandis que là, aujourd'hui, eh ben, on ne peut pas gérer correctement nos entreprises. Il faut savoir marcher sur des œufs. Marcher sur des œufs, il faut tenir compte de celui-là, de celui-là, de celui-là. Et puis, pour survivre, eh ben... faut être solide. Ah oui, Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Comment répondre aux appels d'offres avec Jean-Claude Hernandez, je vous rappelle, administrateur général des finances publiques, Olivier Gomula, président de Guyanette, vice-président de la CGPME, et Jean-Yves Prévost, chef d'entreprise de TP de l'Est, administrateur au MEDEF. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, The Shield, le concert de Robert Dédé, ensuite sur les routes d'Ushuaïa, mais tout de suite le journal de TF1 demain.